Bonjour à toutes et à tous, bonjour tout le monde. Alors non, je ne suis pas gay aujourd'hui, non, je ne suis pas content. Je suis pas content parce que j'ai regardé une vidéo, une interview de plus d'une heure et demie de Yanis Varoufakis. Vous savez, j'en ai déjà pas mal parlé, notre ami, l'ancien ministre des Finances grec, qui a donné une très longue interview pour le journal Le Guardian en public, dans une très grande salle, très belle salle. Et alors, mais il en a sorti des trucs, mais... L'Europe, il faut se casser, mais on peut pas se casser. Ah, c'est un piège, moi je vous le dis, c'est un piège, on est dans un piège. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte? Il nous raconte d'abord que la Troïka, c'est-à-dire cette alliance entre trois organismes très puissants, la Commission européenne, la Banque centrale européenne et le Fonds monétaire international, on se demande ce qu'il fout là, c'est des Américains. Enfin bon. Et donc la Troïka, c'est quelque chose d'extrêmement puissant, d'extrêmement fort. Et avec tout ça, il y a l'Eurogroupe. Alors l'Eurogroupe, c'est la réunion, c'est un groupe des 19 ministres des finances européens, les 19 ministres des 19 pays qui sont dans la zone euro, et ils se réunissent de temps en temps pour prendre toutes les décisions économiques, financières et monétaires qui nous concernent tous. C'est qui décident, voilà, de couper le robinet du crédit aux Grecs, qui sont obligés de fermer leur banque, qui décident de contrôler notre budget, le budget des États, etc. Et donc, ce qu'il nous raconte, c'est très marrant parce que il nous dit, mais si vous saviez comment ça se passe, c'est un peu comme les saucisses. Si vous savez ce qu'il y a dedans, vous n'y toucheriez pas. Et donc, il nous dit ceci. Les réunions des ministres des Finances qui prennent toutes les décisions monétaires et financières européennes, il n'y a pas de compte rendu. Personne ne prend des notes pendant la réunion. Pas d'enregistrement, pas de prise de notes. Les ministres des Finances, quand ils ont une énorme décision à prendre, ils ont rien, ils ont aucun élément pour prendre la décision. Pas de notes, pas de rapport, pas de statistiques, pas de chiffres, rien. Et alors tenez-vous bien, ça va jusqu'à un point extraordinaire. Ça va jusqu'au point où un jour, pendant une de ces réunions, Yanis Varoufakis a dit à Wolfgang Schäuble, c'est le ministre des Finances allemand, c'est lui qui est un peu le plus gros, le plus fort, parce que c'est lui qui a le pays le plus riche derrière lui, c'est lui qui a le créancier de tous les endettés de l'Europe. Et donc Wolfgang Schäuble, Yanis Varoufakis voulait proposer à Wolfgang Schäuble pour une décision très importante à propos de l'accord là que les Grecs refusaient, puis ne refusaient plus, puis n'ont plus refusé de signer. Yanis Varoufakis voulait présenter une proposition. Voilà, une proposition de négociation, une proposition d'accord. Et il a dit à Wolfgang Schäuble, le ministre des Finances principal de l'Eurogroupe, des 19 pays, il a dit, écoutez, moi je voudrais bien quand même, avant la prochaine réunion, là, vous envoyer quelque chose, un email avec ma proposition. Oh, ah non! Il faut pas faire ça, Wolfgang Schäuble a dit non, il faut pas faire ça, c'est une provocation, c'est un casus belli, vous nous attaquez directement, il faut pas faire ça, on n'a pas le droit. Varoufakis a dit, bon, non mais pourquoi est-ce qu'on peut pas faire ça? Et là, Schäuble, mais alors, tenez-vous bien, vous êtes assis. Bon, Schäuble a dit, bah non, parce que si vous envoyez une proposition officielle à l'Eurogroupe, moi, en tant que ministre des Finances allemand, je vais être obligé de la présenter au Parlement allemand, au Bundestag. Et là, au Bundestag, mais tous les députés allemands vont être au courant, tous les députés vont en parler, il va y avoir un débat interminable. Et résultat, nous, à l'Eurogroupe, on va pas pouvoir prendre notre décision. Donc non, vous envoyez pas votre proposition par mail, rien du tout. Parce que si vous l'envoyez, je vous préviens, on n'en parlera pas. On n'en parlera pas à la réunion. Et puis c'est tout. Elle sera carrément éliminée du tout au tout, directement. Voilà. Ah, voilà ce qu'il a dit. Voilà.
Écoutez, c'est pas moi qui l'invente, c'est Varoufakis qui le raconte, qui l'a vu, et personne ne le démentit. En tout cas, certainement pas Shaul, puisque ça s'est passé comme ça. Et donc l'Eurogroupe, c'est le gouvernement économique de l'Europe. Voilà. Et donc ce sont des gens qui prennent des décisions sans information, sans avoir été avertis de ce qu'on allait discuter, ni des éléments de la discussion, et il n'y a aucun compte-rendu qui est fait. Alors, il raconte la réunion, elle se passe comme ça. Ça dure environ il y a 2 tranches d'1h30, 2 heures environ. La première tranche, il y a un délégué de la Commission européenne qui vient expliquer la question et ses solutions. Ensuite, deuxième partie, il y a un membre de la Banque Centrale Européenne, un responsable de la Banque Centrale Européenne qui vient faire la même chose, qui vient présenter la décision à prendre. Et puis, en dernier, il y a un membre du Fonds monétaire national, du Fonds monétaire international, qui n'a rien à voir avec les Européens, qui vient et qui fait la même chose, qui présente son truc. Et la décision, elle a déjà été prise. Elle a déjà été prise avant, dans les couloirs, derrière. Pourquoi? Eh bien parce que les ministres des Finances, qu'est-ce qu'ils font dans cette réunion-là? Ils prennent la parole les uns après les autres pendant 10 minutes. Et il n'y a pas de débat, il n'y a pas de discussion. Ce n'est pas une réunion où on négocie. Non, c'est une discussion ou une décision déjà décidée et annoncée. Et donc, Varoufakis nous dit là où vraiment il y a des discussions, mais alors à la virgule près, des négociations au mot près, c'est sur une chose. Et là, par contre, ça dure pas 10 minutes, ça dure 3 heures. C'est sur le texte du communiqué de presse. Voilà ce qu'il nous dit. Et donc après ça, les 19 ministres rentrent chez eux et disent à leur parlement, écoutez, voilà, j'ai été obligé d'accepter ça, tout le monde était contre moi, donc voilà, j'ai rien pu faire, c'est comme ça que ça s'est passé, et le Parlement entérine la décision. Alors, un dernier petit détail à propos de l'Eurogroupe. Varoufakis, à un moment donné, a voulu élever un peu la voix et a dit sur une discussion comme ça, mais attendez, je voudrais bien savoir quand même si c'est légal là ce qu'on est en train de décider. Et donc il a demandé à ce que le secrétariat, écoutez bien, à ce que le secrétariat de l'Eurogroupe confirme que la décision sur laquelle on discutait était bien une discussion légale. Ça a mis le bazar dans tout le bâtiment, coup de fil, appel des avocats, des secrétaires, etc. Et là, vous savez, j'en ai déjà parlé, mais il y en a peut-être qui le savent, mais quelle réponse il a eu, Varoufakis? On lui a répondu ceci. C'était le président de l'Eurogroupe qui voulait prendre une décision en disant à Varoufakis, écoutez, moi voilà, j'ai décidé, on fait comme ça, un point, c'est tout. Il n'y avait plus de discussion possible. Et là, donc Varoufakis s'est un peu révolté, il a dit, est-ce que c'est bien légal que le président impose comme ça une décision alors que... Voilà, pourquoi? Quel droit il a d'imposer une décision? Donc le bazar légal, et la réponse, c'est la suivante. Écoutez, l'Eurogroupe, il n'existe pas de manière formelle. Ce n'est pas une entité légalement constituée. L'Eurogroupe, il ne figure dans aucun traité. Il ne figure dans aucun traité européen, donc en réalité, il pourrait aussi bien ne pas exister. Et donc là, toutes les réunions de l'Eurogroupe, ce sont des réunions informelles. Donc en fait, le président, eh bien, il peut décider ce qu'il veut. Voilà. Voilà ce que le secrétariat de l'Eurogroupe a répondu à Varoufakis. Donc voilà, on est vraiment dans un système d'opacité totale et d'arbitraire total. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Alors il y a une solution, ce que propose Schäuble d'ailleurs, la solution que propose Schäuble, c'est qu'on crée un ministère des Finances européen. Et qu'il y ait donc un super ministre des Finances, un trésorier fédéral, qui ne pourrait pas prendre de décision, parce qu'il n'y a pas de budget fédéral en Europe, c'est pas une fédération l'Europe. Donc il y aura un ministère des Finances, mais sans budget, sans trésor, voilà, sans financement. Et donc le trésorier fédéral, le super ministre des Finances, qui... dans les rêves de Wolfgang Schäuble serait lui-même, évidemment, mais ça pourrait être n'importe quel autre ministre des Finances des 19 pays qui font partie de l'eurozone.
Eh bien, ce super ministre des Finances-là, il aurait un seul pouvoir. Pas le pouvoir de prélever des impôts ou de les dépenser, non. Il aurait un seul pouvoir, c'est de dire aux budgets nationaux de tous les pays, oui, ça passe, ou non, ça passe pas. Voilà, c'est ça le rêve européen, c'est d'avoir un organisme tout-puissant au niveau économique, au-dessus des États, qui puisse dire votre budget, il est bien voté, on l'admet, nous l'acceptons, vous pouvez le mettre en place, et vous, non, votre budget, il n'est pas bien, hop, vous recommencez tout. Non, vous gardez rien, vous recommencez tout, non, c'est pas bon, vous en refaites un autre. Ah ben, si nous plaît pas, vous en referez un troisième, hein, c'est pas, nous on dit oui ou non. C'est pas compliqué. Voilà, c'est ça. C'est ça. Bon, alors, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est de foutre le camp. C'est de dire, voilà, on quitte l'euro, on quitte l'Union européenne, on quitte l'Eurogroupe, on peut même quitter l'OTAN. Peut-être que vaudrait mieux quitter l'OTAN et rester en Europe. Mais bon. Et donc là, cette solution-là, eh bien, elle est extrêmement destructrice. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle ne favorise qu'une seule chose. Elle ne favorise que l'enfermement, le repli. Elle favorise tous les partis, et Dieu sait s'il y en a de plus en plus, puisque tout le monde est mécontent. Donc quand on est en colère, on vote pour ceux qui sont le plus en colère. Et qui est le plus en colère en ce moment? C'est les partis nationalistes. C'est les partis qui veulent qu'on quitte l'euro, qu'on quitte tout, et qu'on se replie sur nous, et qu'on mette des frontières, et qu'on fasse du protectionnisme, et qu'on taxe les importations, et qu'on achète français. Voilà, c'est ces partis-là qui veulent qu'on sorte, et qu'on se replie sur nous. Et ça, moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est un peu un retour en arrière quand même, non? Je sais pas, moi, j'ai ce rêve, je me suis dit, bon, attendez, quand on nous a annoncé, là, je sais pas si vous vous souvenez, qu'il y aurait plus de frontières en Europe, et que on allait pouvoir passer d'un pays à l'autre sans passeport, et qu'il y aurait qu'une monnaie pour tout le monde, moi je me suis dit, c'est génial, on va pouvoir, je sais pas, aller en Allemagne, apprendre l'allemand, parler tous anglais, on va pouvoir aller en Italie, en Espagne, et on va tous être copains, et c'est ça le rêve européen. C'est qu'il y ait des régions, des pays, avec chacun, comme en Bretagne, il y a une super culture, il y a une super... en Alsace, au Pays Basque, il y a des super cultures qui sont très puissantes, avec des langues qui vivent, qui revivent. Et donc on peut très bien imaginer une Europe où chaque pays ait sa culture très forte, son patriotisme de région, sa langue, et sa musique, et son cinéma, et que quand même, on soit super content d'aller les uns chez les autres en vacances et de se visiter, voilà, et de se connaître, et éventuellement de parler la même langue entre nous si l'anglais continue à être la langue internationale. Bon, mais ça, moi je trouve ça génial. Je trouve ça génial. Et donc, remettre des frontières, remettre des murs en place, non, moi je suis désolé, ça me gêne un peu. Mais bon, si c'est pour faire une Europe où il n'y ait plus de frontières, mais si c'est pour que il y ait une domination pyramidale qui s'installe au sommet et qui exploite tout le monde au lieu de nous exploiter chacun par petits bouts, non. Là, évidemment, je suis pas d'accord non plus. Donc, la solution que propose Varoufakis, c'est de dire, bon, écoutez, il y a un problème dans la gouvernance européenne, il y a une absence totale de démocratie. Donc, la solution la plus positive, la plus à la fois réformiste et la plus moderne, et celle qui pense le plus au futur, eh bien, c'est d'aller dans ces institutions et de les réformer, plus que de les réformer, de les transformer. Et donc, voilà, s'il y a un Parlement européen, il faut que ce soit un espace de discussion et de démocratie. Et là, je rejoins Étienne Chouard qui nous dit à tous, c'est pas tellement le texte qui compte. Ce qui compte, c'est que chaque citoyen devienne un citoyen, exerce son métier de citoyen, c'est-à-dire soit informé, prenne les décisions. Et là, on se heurte à l'opacité totale de la direction de l'élite qui nous gouverne en ce moment. Écoutez, vous voyez bien comment ça se passe. Donc une des premières propositions que je soutiens, mais alors à 1000%,
c'est de dire, c'est une proposition, c'est de dire quand il y a une rencontre, quand il y a un rendez-vous, quand il y a un meeting entre Wolfgang Schäuble ou François Hollande ou Angela Merkel ou n'importe lequel des dirigeants européens pour prendre des décisions qui nous concernent, eh bien cette rencontre, cette discussion, elle doit impérativement être filmée et être retransmise en direct sur Internet. Voilà, ça c'est une proposition, moi je trouve géniale. C'est la transparence, c'est l'absence de transparence, c'est l'opacité qui nous tue, c'est la transparence qui nous sauvera. Voilà, ça c'est un élément essentiel. Les réunions de la BCE, quand ils décident de notre futur, de notre futur commun au niveau financier, quand ils décident d'augmenter les taux ou de baisser les taux, etc. Ces réunions-là, qu'elles soient publiques, ou qu'il y ait des notes qui soient prises et des comptes rendus qui soient distribués le lendemain même sur tout Internet. Et puis, la troisième proposition que fait Varoufakis, et là, mais alors là, applaudissements à 1000%. Par exemple, que les traités internationaux, comme le TAFTA actuellement, comme le partenariat transatlantique, que ces négociations et que tous les articles de ces traités soient publiés, soient mis publiquement en téléchargement libre sur Internet, et que toutes les négociations, toutes les discussions qui ont lieu entre les États-Unis, entre les pays du Pacifique, entre l'Europe, à propos de ces traités, soient rendues publiques instantanément dès qu'elles ont eu lieu. Voilà, ça c'est extrêmement subversif. Pourquoi ? Parce que si on n'arrive pas à sortir de notre état de mouton et de pigeon, de moujon, comme dit mon ami Blaise, eh bien, si nous n'arrivons pas à sortir de cet état-là, c'est parce que nous sommes, d'une part, absolument pas au courant de ce qui se passe, parce qu'au-dessus de nous, il y a des gens qui bossent, eux, ils se bougent, eux, ils font les lois, eux, ils se rencontrent, eux, ils se connaissent les uns les autres, eux, et nous, pendant ce temps-là, on ne le fait pas, on ne se réveille pas, et une des raisons principales pour lesquelles on ne le fait pas, c'est parce qu'on n'a pas le temps matériel de le faire. Pourquoi ? Parce qu'on paye la dette, parce qu'on paye les intérêts sur la monnaie, parce que les prix de tout ce que nous payons valent le double à cause des intérêts sur la monnaie. Donc nous travaillons 2 fois plus pour payer les intérêts sur la monnaie, donc nous n'avons pas le temps d'exercer notre métier de citoyen. Et donc là, bon, je reviens évidemment à la proposition principale, qui est le quantitative easing for the people, qui n'est pas de l'argent pour rien faire. C'est la rémunération normale d'un administrateur de la communauté. Quand, dans une grande société, vous êtes au conseil d'administration et que vous êtes administrateur, même si vous n'y allez pas parce que vous n'avez pas eu le temps, vous touchez votre jeton de présence. Eh bien, le quantitative easing for the people, la distribution monétaire qui fait que chacun touche un revenu minimum, c'est le jeton de présence pour avoir le temps d'exercer son métier de citoyen, et pour avoir le temps de travailler sur les dossiers, et pour avoir le temps de s'informer et de regarder ce qui se passe pour le TAFTA dans les réunions internationales et à la BCE, à la Banque Centrale Européenne. Donc voilà, tout ça c'est énorme. Au niveau financier, je terminerai avec ça, il y a une proposition, il y a une banque qui s'appelle la Banque Européenne d'Investissement. Vous savez comment une banque crée de la monnaie, comment la banque du coin des rues vous donne un crédit. Vous savez comment ils font. Bon, vous allez voir la banque, vous lui dites voilà, je voudrais de l'argent pour faire ceci ou faire cela, pour acheter l'immeuble là-bas qui est au bout de la rue, ou pour construire une entreprise, ou pour, je sais pas, pour me salarier en attendant de gagner de l'argent avec la production que je suis en train d'étudier en ce moment. Comment fait la banque ? Eh bien, elle prend votre proposition, elle prend vos garanties, elle les met à l'actif, votre projet d'acquisition d'un immeuble, votre titre de propriété, ou votre engagement de rembourser le crédit qu'elle va vous donner, elle le met à l'actif et elle vous donne au passif de la monnaie nouvelle. Elle met en circulation pour vous, pour votre projet ou pour votre achat d'immeuble, de la monnaie nouvelle en circulation. Elle met de la monnaie nouvelle en circulation. C'est ça le métier de la banque commerciale. Eh bien la banque d'investissement, la Banque Européenne d'Investissement, qu'est-ce qu'elle peut faire ? Elle peut dire voilà,
Nous, on peut dire, voilà, nous, citoyens, nous avons décidé que nous voulons financer une transition écologique. Nous voulons financer l'isolation de tous les immeubles de telle grande ville. Voilà le projet, voilà ce que nous voulons faire, voilà combien de temps ça va durer, voilà combien de temps ça va, voilà combien d'argent ça va coûter. Faites-nous un crédit pour ça. La Banque européenne d'investissement, c'est une banque qui appartient à l'Europe, qui appartient aux États européens, donc qui nous appartient. Nous sommes les banquiers à la Banque européenne d'investissement. Donc nous pouvons très bien exiger que la Banque d'investissement fasse la même chose que les banques commerciales, c'est-à-dire qu'elle prenne notre projet, notre engagement de rembourser cet argent, ce crédit qu'elle va nous donner, qu'elle le mette à son actif et qu'elle mette en circulation la monnaie nouvelle pour que nous puissions réaliser ce projet-là. L'isolation de tous les immeubles du grande ville ou une transition écologique. C'est rien à faire. C'est 2 écritures sur un ordinateur. Et alors, vous savez ce que fait la Banque Centrale Européenne en ce moment ? Si une banque commerciale a émis de la monnaie et que les garanties qu'elle a prises perdent de la valeur, par exemple, elle a créé de la monnaie pour faire des transactions financières et puis ça n'a pas marché, le gars il a perdu de l'argent, il ne peut pas rembourser son crédit. Vous savez ce qu'elle fait, la Banque Centrale Européenne ? Elle rachète le crédit pourri qui vaut rien et elle redonne de la monnaie nouvelle à la banque commerciale. Et ben la Banque Centrale Européenne, elle peut faire exactement pareil pour la Banque Européenne d'Investissement. Voilà, si le projet que nous voulons financer n'est pas rentable, il va pas rapporter d'intérêt, il va pas gagner beaucoup d'argent ou peut-être même il va durer trop longtemps pour que ce soit rentable. Eh bien la Banque Centrale Européenne rachète le titre de dette de la Banque Européenne d'Investissement et elle lui redonne de la monnaie à la place. Et personne n'est en faillite. Et le projet que nous avons décidé de financer, il est financé. Parce que le nerf de la guerre, c'est d'avoir le droit, le pouvoir de dire « je veux que cela se réalise et je ne veux pas que cela se réalise. Je veux que ce projet-là, il existe. Par contre, ce projet-là, financé de nouvelles usines nucléaires, de nouvelles centrales nucléaires, je ne veux pas qu'il se réalise. » C'est ça le pouvoir de citoyen. C'est le pouvoir du crédit. C'est le pouvoir de décider où va se produire l'innovation. Et nous en avons des idées, mais nos jeunes, nos ingénieurs, tout le monde a des idées pour créer de la nouveauté, pour créer des nouveaux produits. Il y a des modèles, mais hallucinants, qui ne sont jamais financés, qui ne sont jamais exploités, qui ne verront jamais le jour dans le système où nous sommes. Et ces choses-là, mais c'est impensable de dire nous n'avons pas l'argent pour le payer. C'est faux. C'est entièrement faux. Quand une banque veut financer quelque chose, elle prend l'engagement de réaliser ce projet et elle crée la nouvelle monnaie pour le faire. N'importe quelle banque peut faire ça, y compris la Banque européenne d'investissement. C'est rien. Comprenons ça, les amis. Comprenons ça et nous allons pouvoir reprendre en main notre propre crédit et nous redonner à nous-mêmes un sursaut inimaginable de créativité, de bonheur et de futur. Voilà. Bon allez, à la prochaine fois les amis, je pars quelques jours un petit peu me reposer et puis planter des arbres. Et donc je reviens très vite. Et il y a du nouveau du côté de la Suisse, vous allez voir. Salut, ciao, ciao, à bientôt, bye.